Ayant épuisé le réservoir de fraîcheur sous l'oreiller, il roule sur le côté droit et s'endort presque aussitôt. C'est fatigant d'être un bon voisin. Chapitre 4. 1. Le lendemain, Billy branche son nouveau MacBook dans son bureau du 4e étage et télécharge une appli pour faire des réussites. Il existe une dizaine de versions différentes. Il opte pour Canfield et règle les paramètres afin de laisser une pause de 5 secondes entre chaque coup. Si Nick ou Giorgio décident de l'espionner, à moins qu'ils confient cette tâche à Frankie Elvis, ils ne se douteront pas que l'ordinateur joue tout seul. Billy s'approche de la fenêtre pour regarder dehors. Des véhicules, parmi lesquels de nombreuses voitures de police sont garées des deux côtés de Court Street. Devant le Sunspot Café, les tables munies de parasols sont occupées par des clients qui mangent des donuts ou des viennoiseries. Quelques personnes descendent le grand escalier du palais de justice, mais elles sont beaucoup plus nombreuses à le gravir. En trottinant, pour certaines, désireuses de montrer leur forme physique, d'un pas lourd pour d'autres. Des avocats principalement, reconnaissables à leurs grosses mallettes. Le tribunal va bientôt siéger. Comme une confirmation, un minibus, rouge autrefois, rose pâle maintenant, descend au ralenti la rue embouteillée, passe devant les marches et s'arrête au niveau de la petite porte située sur le côté droit de l'imposant bâtiment de pierre. La portière du minibus s'ouvre en accordéon. Un flic en descend, suivi d'une ribambelle de détenus en combinaison orange et d'un deuxième flic. Les détenus menottés contournent le nez aplati du minibus. L'entrée des employés s'ouvre et les hommes en orange s'y engouffrent pour passer devant le juge. Intéressant. Cela mérite d'être noté. Néanmoins, Billy pense que Nick a raison. Le jour où Allen arrivera au tribunal, il sera escorté jusqu'à l'entrée principale en haut des marches. Peu importe. Le tir sera quasiment identique dans un cas comme dans l'autre. Ce qui compte, c'est que Court Street est très animé en semaine. Il y a peut-être un peu moins de monde l'après-midi, mais la plupart des comparutions ont lieu dans la matinée. Tu as toujours été un putain de Houdini pour disparaître après un coup. Quand la poussière retombera, tu seras déjà loin, avait dit Nick. Il a intérêt, car il le paye aussi pour disparaître ensuite. Surtout. En outre, Nick sait que le fait d'employer Billy offre certains avantages si jamais il foire sa fuite. Il n'a aucun ami, aucun parent susceptible de faire pression sur lui, ou d'être utilisé afin de faire pression sur lui pour l'inciter à livrer le nom de son employeur. Et si Nick estime que Billy n'est pas très futé, il le sait suffisamment intelligent, en revanche, pour comprendre qu'il ne pourra pas obtenir une réduction de peine en échange d'un nom. Quand vous abattez un homme avec une arme de tireur d'élite, de la fenêtre d'un immeuble dans lequel vous avez attendu des semaines, voire des mois, le motif d'inculpation n'est pas discutable. Le mot « préméditation » clignote en grosses lettres rouges, synonyme de meurtre. Toutefois, dans l'hypothèse où Billy se ferait prendre, il y a une chose que l'accusation pourrait lui proposer, et ça aussi Nick le sait. La peine de mort est en vigueur dans cet État. Un procureur malin pourrait lui offrir une peine d'emprisonnement à perpétuité au lieu de la seringue, à condition que Billy accepte de parler. Si on devait en arriver là, il parviendrait quand même à laisser Nick en dehors du coup, se disait-il, en dénonçant Ken Hoff, car celui-ci ne vivrait pas très longtemps si les flics arrêtaient Billy Summers au moment où il sortait de la Girard Tower. Ken Hoff ne vivrait pas très longtemps de toute façon. Avec des types de l'acabit de Nick Majarian, les pigeons ne faisaient pas de vieux os. Hélas, Billy risquerait de ne pas vivre longtemps lui non plus, car mieux vaut prévenir que guérir. Il pourrait tomber dans un escalier de la prison, les mains attachées dans le dos. Il pourrait se faire poignarder sous la douche, avec une brosse à dents aiguisée, ou mourir étouffé avec une savonnette dans la gorge. Il saurait se défendre contre un type, ou même deux, mais face à plusieurs membres du gang des 88 ou 3 ou 4 balaises de la People Nation. Aucune chance. D'ailleurs, a-t-il envie de passer sa vie en prison? La réponse est non, là encore. Mieux vaut être mort qu'en cage. Il devine que Nick le sait également.
toutes ces questions ne se poseront pas s'il ne se fait pas prendre. Et cela n'est jamais arrivé. À 17 reprises, il s'en est tiré. Mais il ne s'est jamais retrouvé dans ce genre de situation. Cette fois, il ne s'agit pas de s'échapper d'une ruelle à proximité d'une voiture prête à démarrer en ayant étudié le meilleur itinéraire au préalable. Comment disparaître après avoir abattu un type du 4e étage d'un immeuble du centre-ville devant une horde de flics? Billy sait comment ça se passerait dans un film. Le tireur utiliserait un silencieux, une option inenvisageable en l'occurrence. La cible sera un peu trop éloignée, et s'il manque son premier tir, il n'aura pas de seconde chance. Sans parler du claquement caractéristique que produit la balle en franchissant le mur du son. Un silencieux ne peut remédier à cet inconvénient. De plus, Billy a un problème d'ordre personnel. Il n'a jamais fait confiance au silencieux. Si vous placez un gadget à l'extrémité d'une arme de précision, vous prenez le risque de foirer votre tir. Alors, ça fait du bruit, et lorsque les gens, remis de leur frayeur, lèveront la tête, ils apercevront au 4e étage de l'immeuble une vitre dans laquelle on a découpé un petit cercle, car les fenêtres ne s'ouvrent pas. Ces obstacles ne perturbent pas Billy. Au contraire, ils le stimulent. De même que le danger de certaines évasions, enchaîné à l'intérieur d'un coffre-fort jeté dans l'East River ou suspendu en haut d'un gratte-ciel dans une camisole de force, devait séduire Houdini. Billy n'a pas encore de plan complet, mais il a un début. Les 2 premiers niveaux du parking étaient un peu plus encombrés que ne l'avait indiqué Irv Dean. Peut-être que l'ordre du jour était particulièrement chargé au tribunal. Toutefois, en arrivant au niveau 3, Billy n'avait eu que l'embarras du choix. Et il avait choisi l'intimité, une valeur sûre. Houdini aurait certainement été d'accord. Il regagne sa table de travail sur laquelle le coûteux MacBook Pro continue à faire des réussites. Il allume son propre ordinateur et se connecte au site d'Amazon. On peut tout acheter sur Amazon. 2. On avait peint au pochoir stationnement réservé sur une partie de la chaussée devant la Gerrard Tower. À 11h15, une camionnette décorée d'un énorme sombrero sur le côté s'arrête sur cet emplacement. Sous le sombrero, on peut lire « Roses Hits » et dessous « Todos comen ». Plusieurs personnes commencent à sortir de l'immeuble pour se diriger lentement vers la camionnette, telles des fourmis attirées par du sucre. 5 minutes plus tard, une autre camionnette vient se garer derrière la première. Sur le côté, un dessin représente un garçon au large sourire qui engloutit un double cheeseburger. À 11h30, alors que les premiers clients font la queue pour s'offrir des burgers, des frites, des tacos et des enchiladas, un camion à hot dog fait son apparition. C'est l'heure de passer à table, songe Billy, et de rencontrer de nouveaux voisins. 4 personnes attendent l'ascenseur. 3 hommes et une femme. Tous en tenue de bureau et âgés d'environ 35 ans, peut-être moins dans le cas de la femme. Billy les rejoint. L'un d'eux lui demande s'il est le nouvel écrivain de l'immeuble, comme si Billy succédait à un ancien écrivain. Il répond par l'affirmative et se présente. Ils font de même. John, Jim, Harry, Phyllis. Billy leur demande ce qu'il y a de bon à manger en bas. John et Harry lui suggèrent le food truck mexicain. Excellent tacos au poisson, précise John. John affirme que les burgers ne sont pas mauvais et les onion rings extra. Quant à Phyllis, elle a une préférence pour les chili dogs de Patty. C'est pas de la grande cuisine, évidemment, précise Harry. Mais c'est mieux que d'apporter sa bouffe tous les matins. Billy veut savoir ce qu'il pense du café sur le trottoir d'en face et tous les 4 secouent la tête. Amusé par cette unanimité spontanée, il sourit. « Évitez !» dit Harry. « C'est bondé le midi. »« Et très cher !» ajoute John. « Les écrivains, je sais pas, mais quand vous bossez dans un cabinet d'avocats qui démarre, vous êtes obligé de surveiller vos dépenses. »« Il y a beaucoup d'avocats dans cet immeuble ?» demande Billy à Phyllis au moment où la porte de l'ascenseur s'ouvre. « C'est à eux qu'il faut poser la question, » répond-elle. « Moi, je travaille pour le cabinet comptable Crescent. Je réponds au téléphone et je vérifie les déclarations de revenus. »« On est pas mal d'avocats ici, » dit Harry. « Il y a d'autres cabinets au 2e et au 3e, au 5e aussi. Au 6e, il y a une start-up d'architectes, je crois. Et je sais qu'au 7e,
Il y a un studio de photos. Ils font des trucs pour des catalogues. John intervient. Si dans cet immeuble on tournait une série télé, elle s'appellerait Les Jeunes Avocats. Les gros cabinets sont à 2 ou 3 rues d'ici, de l'autre côté du palais de justice, dans Holland Street et sur Emery Plaza. Nous, on reste à côté de la table des grands pour ramasser les miettes. Et attendre qu'ils meurent, ajoute Jim. Dans ces vieux cabinets, la plupart des types sont des dinosaures, qui portent des costards 3 pièces et parlent comme Boss Hogg. Billy pense au panneau à l'entrée de l'immeuble. Bureau et appartement de standing disponibles. Il semble être là depuis longtemps, et, à l'image de Hoff, il dégage une impression de désespoir. Je parie que votre cabinet a obtenu une ristourne sur le loyer. Harry pointe son index sur Billy. Dans le 1000, un bail de 4 ans à un prix défiant toute concurrence. Et il reste valable même si le propriétaire de l'immeuble, un certain Hoff, fait faillite. C'est bétonné. Ça nous laisse un peu de temps pour creuser notre trou. Un avocat qui se fait niquer dans son contrat de location mérite de finir à la rue, renchérit Jim. Les jeunes avocats rient. Phyllis sourit. La porte de l'ascenseur s'ouvre. Les 3 hommes partent devant, affamés. Billy traverse le hall avec Phyllis d'un pas plus tranquille. C'est une jolie femme, dans le genre discret, plus Marguerite que pivoine. « Il y a quelque chose qui éveille ma curiosité, » avoue-t-il. Elle sourit. « C'est le fonds de commerce des écrivains, non ? La curiosité. »« Oui, sans doute. Je vois passer un tas de gens habillés de manière décontractée, comme eux là. » Il montre un couple qui se dirige vers la sortie. Le gars porte un jean noir et un t-shirt Sonra. La femme une tunique qui fait ressortir son ventre de femme enceinte au lieu de le dissimuler. Ses cheveux sont négligemment réunis en queue de cheval maintenue par un élastique rouge. Ne me dites pas que ce sont des avocats ou même des architectes. Ils pourraient travailler au studio de photo, mais ils sont trop nombreux. Ils travaillent pour Business Solutions au premier. Ils ont tout l'étage. C'est une boîte de recouvrement. On les surnomme BS, les bullshit, non sans raison. Phyllis fronce le nez comme si elle reniflait une mauvaise odeur. Et la pointe de jalousie contenue dans sa voix n'échappe pas à Billy. Être tiré à 4 épingles, ça peut être excitant au début. Mais au fil du temps, ça doit devenir une corvée, surtout pour les femmes. La coiffure, le maquillage, les chaussures à talons. Nul doute que cette jolie employée du cabinet comptable doit se dire que ce serait chouette d'enfiler un jean et un débardeur parfois. Une touche de rouge à lèvres et hop, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de faire un effort vestimentaire quand vous passez votre journée au téléphone dans un immense open space, dit Phyllis. Vos correspondants ne vous voient pas quand vous leur demandez de cracher du fric s'ils ne veulent pas que la banque vienne saisir leur maison. Elle s'arrête juste avant la porte, songeuse. Je me demande combien ils gagnent. Vous ne gérez pas leur compte, je suppose. Vous supposez bien. Mais pensez à nous si vous décrochez le gros lot avec votre livre, monsieur Lockridge. Je crois que j'ai une carte dans mon sac. Ne vous embêtez pas, dit Billy en posant la main sur son poignet avant qu'elle se mette à chercher. Si je décroche le gros lot, j'irai frapper à votre porte au bout du couloir. Elle lui sourit tout en le jaugeant. Elle ne porte pas de bague de fiançailles ni d'alliance à l'annulaire de la main gauche, et Billy se dit que dans une autre vie, c'est à ce moment-là qu'il l'inviterait à boire un verre après le travail. Il se pourrait qu'elle refuse, mais ce regard par en dessous, accompagné de ce sourire, l'incite à penser qu'elle dirait oui. Mais il ne l'invitera pas. Rencontrer des gens, oui. Se faire apprécier et les apprécier, oui. Mais pas de rapprochement. Trop d'intimité, c'est mauvais, c'est dangereux. Et quand il aura pris sa retraite, ce sera peut-être différent. 3. Billy traverse le jardin, un burger à la main, et s'assoit sur un des bancs de la place avec Jim, l'avocat, de son vrai nom, Jim Albright. « Goûtez-moi ça !» dit Jim en lui tendant un onion ring charnu. « À tomber !» En effet. Billy déclare qu'il va en chercher un de ce pas, et Jim Albright répond qu'il a foutrement raison. Billy revient quelques instants plus tard avec des onion rings dans un petit bâton en papier et des sachets de ketchup. « Alors, Dave, de quoi parle votre bouquin ?» Billy pose son index sur ses lèvres. « Top secret. » « Même si je signe un accord de confidentialité, c'est la spécialité de Johnny Colton. » Il montre un de ses collègues, là-bas, près du food truck mexicain. « Même. J'admire votre discrétion.
Je croyais que les auteurs adoraient parler de leur boulot. Les auteurs qui parlent beaucoup ne doivent pas écrire beaucoup, à mon avis, rétorque Billy. Mais, étant donné que je ne connais pas d'autres auteurs que moi, c'est une simple hypothèse. Puis, pas uniquement pour changer de sujet, il dit « Regardez ce type là-bas, près du camion à hot dog. Il porte une tenue qu'on ne voit pas tous les jours. » L'individu en question a rejoint des collègues devant le food truck mexicain. Même parmi les autres employés de Business Solutions, il fait tache. Il porte un pantalon parachute doré qui ramène Billy en enfance, dans le Tennessee, où quelques frimeurs du coin s'habillaient de cette manière pour les soirées dansantes du vendredi au Roller Dome. En haut, il a opté pour une chemise à motif cachemire, à large col, comme celle qu'affectionnaient les groupes de rock de la British Invasion, que l'on peut voir maintenant sur YouTube. Pour couronner le tout, façon de parler, il arbore un chapeau pork pie, d'où dépasse une abondante chevelure noire qui tombe sur ses épaules. Jim rit. « C'est Colin White, une vraie gravure de mode, hein? Homo comme pas deux et joyeux comme un dimanche après-midi à Paris. » La plupart des employés de chez BS ne se mêlent pas aux autres. Gagner sa pitance en réclamant du fric à des personnes qui tirent le diable par la queue, ça les rend pas extrêmement populaires et ils le savent. Colin, lui, adore le contact humain. Jim secoue la tête. À l'heure du déjeuner, en tout cas. Je me demande comment il est dans son boulot, quand il harcèle des veuves et d'anciens combattants estropiés pour leur faire cracher leur dernier dollar. Faut croire qu'il sait s'y prendre parce qu'il y a beaucoup de turnover dans cette boîte, et il était déjà là à mon arrivée. C'est-à-dire? Il y a 18 mois. Des fois, il vient bosser en kilt, sans rire, ou bien avec une cape. Il a aussi une panoplie complète de Michael Jackson. Vous savez, la tenue d'officier de cavalerie avec des épaulettes et les boutons en cuivre. Billy hoche la tête. Colin White tient maintenant une petite boîte en carton contenant 2 tacos. Il s'arrête pour dire quelque chose à Phyllis, qui rejette la tête en arrière en éclatant de rire. « Il est adorable », commente Jim, avec dans la voix ce qui ressemble à une authentique affection. Phyllis s'éloigne en flânant et va s'asseoir avec d'autres femmes. 2 collègues de Colin White s'écartent pour lui faire de la place sur un banc. Avant de s'asseoir, il coince un pied derrière l'autre et exécute une pirouette que n'aurait pas renié Michael Jackson. Billy lui attribue un 5.9, voire un 5.10, un autre élément de son plan. Peut-être. Le niveau 4 du parking, d'autres ordinateurs portables peut-être, et maintenant Colin White, un oiseau au plumage rare. 4. Cet après-midi-là, il programme le Mac Pro pour qu'il joue seul au cribbage, avec un délai de 5 secondes entre chaque coup du joueur 1. Il fait en sorte également que le joueur 2 gagne toutes les parties, de quoi occuper pendant une bonne heure d'éventuels curieux. Après quoi, il allume son propre Mac et retourne sur Amazon pour acheter 2 perruques, une blonde aux cheveux courts et une aux longs cheveux noirs. En d'autres circonstances, il les ferait livrer dans un point relais, mais en l'occurrence c'est inutile, étant donné que le jour de l'assassinat, David Lockridge sera identifié comme étant le tireur avant même que le soleil se couche. La question des perruques une fois réglée, il pose un des blocs de feuilles vierges à côté de son ordinateur perso et entreprend une visite virtuelle des maisons et appartements à louer. Il déniche plusieurs offres intéressantes, mais les recherches sur le terrain devront attendre qu'il ait reçu le colis d'Amazon. Il n'est que 14 heures lorsqu'il termine son exploration virtuelle. Trop tôt pour rentrer chez lui. C'est le moment, en revanche, de commencer à écrire. Il a beaucoup réfléchi. Au départ, il pensait utiliser son ordinateur. Car utiliser le MacBook Pro, cela voudrait dire que son employeur, et éventuellement son agent littéraire, pourrait lire par-dessus son épaule, ce qui évoque dans son esprit les télécrans de 1984. Nick et Giorgio deviendraient-ils soupçonneux si, en le surveillant, ils ne voyaient aucun texte? Oui, sans doute. Ils ne feraient aucune remarque, mais cela pourrait les amener à penser qu'il en sait un peu trop sur les méthodes d'espionnage et de piratage. Et puis, il a une autre raison d'utiliser le MacBook Pro, même s'il sert de mouchard. Il y voit un défi. Est-il capable d'écrire une version romancée de sa vie vue par les yeux de Billy l'idiot? Faulkner a utilisé ce procédé dans Le bruit et la fureur. Daniel Keyes également dans Des fleurs pour Algernon. Sans doute existe-t-il d'autres exemples. Billy arrête la partie de cribbage automatisée et ouvre un document Word vierge.
Il l'intitule « L'histoire de Benji Compson ». Un hommage à Faulkner qui échappera à Nick et à Giorgio, il en est certain. Assis devant l'écran vide, il pianote sur sa poitrine pendant plusieurs secondes. Il sait qu'il prend un risque insensé. « C'est mon dernier job », pense-t-il. Et il tape la phrase qu'il gardait en tête pour cette occasion. L'homme avec qui vivait ma mère est rentré à la maison avec le bras cassé. Il contemple ces mots pendant presque une minute. Puis se remet à taper. Je me souviens même pas de son nom. Mais il était foudrage. Il avait dû aller à l'hôpital avant parce qu'il avait un plâtre. Ma sœur... Billy secoue la tête et améliore ce passage. Du moins le pense-t-il. L'homme avec qui vivait ma mère est rentré à la maison avec le bras cassé. Il avait dû aller à l'hôpital avant parce qu'il avait un plâtre. Ma sœur essayait de faire des cookies et elle les a fait brûler. Elle n'avait pas fait attention au temps, je parie. Quand l'homme est rentré à la maison, il était foudrage. Il a tué ma sœur et je me souviens même pas de son nom. Il relit ce qu'il a écrit et se dit qu'il peut y arriver. Surtout, il en a envie. Avant de commencer à écrire, il aurait dit « Oui, je me souviens de ce qui s'est passé, mais pas très bien. » Maintenant, ça lui revient. Ce simple paragraphe a déverrouillé une porte et ouvert une fenêtre. Il se souvient de l'odeur de sucre brûlé. Il voit la fumée qui s'échappe du four, le petit éclat sur le côté de la cuisinière, les fleurs dans une tasse à thé sur la table, et il entend un gamin qui scande dehors « 1 patate, 2 patates, 3 patates, 4 !» Il se souvient du boum 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 des bottes de l'homme sur les marches. Cet homme, ce petit ami. Maintenant, il se souvient même de son nom. Il s'appelait Bob Rains. Il se souvient d'avoir pensé, en entendant cet homme frapper sa mère avec ses poings, « Les coups de Bob pleuvent. Les coups de Bob pleuvent sur maman. » Il se souvient du sourire de sa mère ensuite, et il l'entend dire « Il l'a pas fait exprès. » ou « C'est ma faute. » Billy écrit pendant 1h30. Il brûle d'envie d'aller plus vite, mais il se retient. Si Nick ou Giorgio ou même Elvis l'observent, ils doivent voir Billy l'idiot peiner sur chaque phrase. Au moins, il n'est pas obligé de faire des fautes d'orthographe. Celles que l'ordinateur ne corrige pas automatiquement, il les souligne en rouge. À 16h, il enregistre ce qu'il a écrit et éteint l'ordinateur. Il s'aperçoit qu'il a hâte de reprendre là où il s'est arrêté demain. Peut-être qu'il est écrivain, finalement. 5. En rentrant à Midwood, Billy trouve un mot punaisé sur sa porte. Une invitation à manger des travers de porc, du coleslaw et une tarte aux cerises chez les Ragland, un peu plus loin dans la rue. Il s'y rend pour ne pas paraître snob, mais sans enthousiasme, car il imagine déjà la conversation d'après-dîner autour d'une bière. Les sales étudiants communistes par-ci, les sales migrants par-là. Aussi est-il surpris de découvrir que Paul et Denise Ragland ont voté pour Hillary Clinton et ne supportent pas Trump, qu'ils surnomment « président géniard », apportant la preuve, une fois de plus, qu'un débardeur ne fait pas le moine. Absorbé par une série Netflix intitulée Ozark, il s'apprête à attaquer le 3e épisode lorsque son portable, celui de David Lockridge, émet un tintement pour annoncer l'arrivée d'un SMS. George Russo, son agent, toujours aux petits soins, veut savoir comment s'est passée sa première journée. Locke. Très bien, j'ai écrit. Russo. Je m'en réjouis. On va faire de vous un auteur de best-sellers. Vous pouvez passer mardi soir, 19h pour dîner. Anne veut vous parler. Nick est toujours en ville, donc. En manque de Vegas, sans doute. Locke. Ok, mais sans H. Russo. Promis. Tant mieux. Billy se dit qu'il vivra longtemps et mourra heureux s'il ne revoit plus Ken Hove. Il éteint la télé et va se coucher. Il plonge aisément dans le sommeil, et à un moment donné, avant le prologue de l'aube, il sombre tout aussi aisément dans un cauchemar, qu'il racontera par écrit demain, dans la peau de Benji Compson, en changeant les noms pour protéger les coupables. 6. L'homme avec qui vivait ma mère est rentré à la maison avec le bras cassé. Il avait dû aller à l'hôpital avant parce qu'il avait un plâtre.
Ma sœur essayait de faire des cookies et elle les a fait brûler. Elle n'avait pas fait attention au temps, je parie. Quand l'homme est rentré à la maison, il était foudrage. Il a tué ma sœur et je me souviens même pas de son nom. Il s'est mis à gueuler dès qu'il est entré. J'étais allongé sur le sol de la caravane, en train de faire un puzzle de 500 pièces qui montrerait 2 chatons jouant avec une pelote de laine quand il serait fini. J'ai senti l'alcool dans sa bouche, même avec la fumée des cookies, et j'ai appris plus tard qu'il s'était battu à la Wally's Tavern. Il avait sûrement perdu parce qu'il avait un œil au beurre noir aussi. Ma sœur, elle s'appelait Catherine, mais il ne veut pas utiliser ce prénom. Enfin, pas exactement le même. Catherine Ann Summers, qui n'avait pas encore 9 ans le jour de sa mort. Blonde, petite. Ma sœur Cassie faisait du coloriage sur la table où on mangeait. Elle aurait eu 10 ans dans 2 ou 3 mois et elle avait hâte d'avoir 2 chiffres au lieu d'un seul. Moi j'avais 11 ans et j'étais censé veiller sur elle. Le petit ami de maman braillait et chassait la fumée qui venait juste de commencer avant qu'il arrive. Il demandait « Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Et Cathy ?» Billy s'empresse d'effacer ce nom en espérant que personne ne l'espionne à cet instant. Cassie a répondu « Je voulais faire des cookies, mais ils ont brûlé, je suis désolé. »« Tu n'es qu'une sale petite conne, » il a dit. « C'est pas possible d'être aussi conne. » Il a ouvert la porte du four et encore plus de fumée est sortie. Si on avait eu un détecteur de fumée, il aurait sonné, mais on n'en avait pas dans notre caravane. Il a pris un torchon pour l'agiter devant la fumée. J'aurais voulu ouvrir la porte de dehors, mais elle était déjà ouverte. Il s'est penché vers le four pour sortir la plaque avec les cookies. Avec sa bonne main, mais le torchon a glissé et il s'est brûlé. Il a fait tomber tous les cookies que Cassie avait découpés de différentes formes avec moi. Cassie s'est baissé pour les ramasser et c'est là qu'il a commencé à la tuer. Ou peut-être que ça s'est passé dès qu'il l'a frappée sur la tête avec son plâtre et qu'elle a été projetée contre le mur. Elle s'est évanouie. Mais peut-être qu'elle était encore vivante quand il a commencé à lui donner des coups de pied avec ses bottes qu'il quittait jamais. « Arrête, tu vas la tuer », j'ai dit. Mais il a continué, jusqu'à ce que je dise « Arrête, salopard de fils de pute de merde. Arrête de faire du mal à ma sœur. » Je lui ai sauté dessus et il m'a envoyé au tapis. Billy se lève et marche jusqu'à la fenêtre de cette pièce devenue, suppose-t-il, son bureau d'écrivain. Dehors, des gens montent et descendent les marches du palais de justice, mais il ne les voit pas. Il va boire un verre d'eau dans la kitchenette. Il en renverse un peu car ses mains tremblent. Elles ne trembleront pas quand il pressera la détente, elles sont toujours de marbre dans ces moments-là, mais à cet instant elles tremblent. Assez pour qu'il renverse un peu d'eau. Il a la bouche et la gorge sèches et il boit le verre entier. Tout lui revient en mémoire, et il a honte. Il gardera ce passage où il raconte qu'il s'est jeté sur Bob Raines, car ça apporte une touche de fiction héroïque à la vérité quasiment insupportable. Il ne s'est pas jeté sur Bob Raines pendant que celui-ci donnait des coups de pied à sa sœur et la piétinait, broyant avec ses bottes sa poitrine fragile sur laquelle n'apparaîtraient jamais des seins. Billy était censé veiller sur elle. « Veille sur ta sœur », disait toujours leur mère avant de partir travailler à la laverie. Mais il n'avait pas veillé sur elle. Il s'était enfui, pour sauver sa peau. Mais j'avais déjà cette idée en tête, pense-t-il en regagnant la table et l'ordinateur. Certainement, car je n'ai pas couru dans notre chambre. J'ai couru dans la leur, dit Billy. Et il reprend là où il s'est arrêté. Je lui ai sauté dessus et il m'a envoyé au tapis. Je me suis relevé et j'ai couru jusqu'à leur chambre au fond de la caravane et j'ai claqué la porte derrière moi. Il s'est mis à cogner dedans en me traitant de tous les noms et en disant « Si tu ouvres pas cette porte tout de suite, Benji, tu vas le regretter, petit enfoiré. » Mais je savais que ça changerait rien que j'ouvre ou pas car il allait me tuer comme il avait tué Cassie. Parce que même un gamin de 11 ans pouvait voir qu'elle était morte. Le petit ami de maman avait été dans l'armée et il avait posé sa cantine au pied du lit sous une couverture. Je l'ai retirée et j'ai ouvert la cantine. Il y avait un cadenas pour la fermer, mais il s'en servait pas souvent, peut-être même jamais. Sinon, je serais pas en train d'écrire tout ça vu que je serais mort. Et si son flingue avait pas été chargé, je serais mort aussi. Mais je savais qu'il le gardait chargé à cause des cambrioleurs.
C'est dingue comme tout lui revient. Il a enfoncé la porte, comme je m'en doutais. Non, je m'en doutais pas. Je le savais. Car c'était juste un panneau de fibres. Cathy et moi, on les entendait s'envoyer en l'air presque toutes les nuits. Et aussi l'après-midi quand maman rentrait plus tôt. Encore un détail qu'il ne mentionnerait pas. Et quand il est entré, j'étais assis par terre, le dos collé au pied du lit, et je pointais son arme sur lui. Un M9X19 avec 15 balles de parabellum dedans. Je le savais pas à ce moment-là, évidemment, mais je savais qu'il était lourd et que je devais le tenir à 2 mains contre ma poitrine. Il m'a dit « Donne-moi ça, sale petit merdeux, tu sais pas que les mômes doivent pas jouer avec des armes ?» Et là, je lui ai tiré dessus en plein milieu. Il est resté planté à la porte comme si je l'avais pas touché, mais je savais bien que si, parce que j'avais vu le sang jaillir dans son dos. Et le M9 avait reculé contre ma poitrine. Billy se souvient d'avoir laissé échapper un « Hou » et d'avoir roté. Par la suite, il avait eu un bleu, là, au-dessus du sternum. Et il est tombé. Je me suis approché de lui en pensant que je serais peut-être obligé de tirer encore une fois. S'il le fallait, je le ferais. C'était le petit ami de ma mère, mais c'était un méchant. Mais il était déjà mort, dit Billy à voix haute. Bob Rains était mort. Un court instant, il envisage d'effacer tout ce qu'il a écrit, car c'est trop horrible. Mais il sauvegarde ces quelques paragraphes. Il ignore ce que quelqu'un d'autre pourrait en penser, mais lui trouve ça bien. Et tant mieux si c'est horrible, parce que ce qui est horrible est parfois vrai. Il se dit qu'il est réellement écrivain désormais, car c'est une réflexion d'écrivain. Émile Zola pensait peut-être la même chose quand il écrivait Thérèse Raquin, ou quand Nana tombe malade et que sa beauté se décompose. Il a le visage en feu. Il retourne dans la kitchenette pour s'asperger d'eau et reste un moment penché au-dessus du petit évier, les yeux fermés. Le souvenir du meurtre de Bob Rains le laisse indifférent. Mais ça fait mal de repenser à Cathy. Prends soin de ta sœur. C'est bon d'écrire. Il en a toujours eu envie, et maintenant il le fait. C'est bon. Mais qui aurait pu imaginer que ce serait aussi douloureux? La sonnerie du téléphone fixe le fait sursauter. C'est Irv Dean qui lui annonce qu'il a reçu un colis d'Amazon. Billy répond qu'il descend tout de suite. « Ils vendent de tout, eux !» dit Irv. Billy acquiesce en songeant. « Vous n'avez pas idée. » 7. Ce ne sont pas les perruques. Même avec le service de livraison express, elles n'arriveront que demain. Les articles qu'il vient de recevoir tiendraient dans le placard au-dessus de la porte entre le bureau et la cuisine, mais Billy n'a aucune intention de les stocker à cet endroit. Tous les colis d'Amazon vont repartir dans la maison jaune de Midwood. Il ouvre le carton et en sort les choses qu'il a commandées. La société Funtime Limited de Hong Kong lui a envoyé une petite boîte qui renferme une moustache faite avec d'authentiques poils humains, blonde, comme une des perruques qu'il a commandées. Elle est un peu hirsute, mais il la taillera le moment venu. Il veut se déguiser, pas se faire remarquer. Vient ensuite une paire de lunettes à monture d'écaille dotée de verre neutre. Un accessoire pas facile à trouver, bizarrement. On peut acheter des loupes dans n'importe quel drugstore, mais Billy a 10 sur 10 aux 2 yeux, et la moindre correction lui donne des migraines. Il les essaie, et constate que les branches sont un peu trop écartées. Il pourrait les resserrer, mais il ne le fera pas. Si les lunettes glissent sur son nez, cela lui donnera un petit air intello. Enfin, l'article le plus coûteux, la pièce de résistance, un ventre de femme enceinte en silicone vendu sur Amazon, mais fabriqué par une société baptisée Mom Time. Il a coûté cher, car il est modulable, ce qui permet à la personne qui le porte de simuler une grossesse de 6 à 9 mois. On le fixe avec des bandes velcro. Billy sait que ces faux ventres sont très utilisés pour les vols à l'étalage et les vigiles des grandes surfaces ont pour consigne de les surveiller. Mais Billy n'a pas posé ses valises dans cette petite ville pour voler dans les magasins. Et le moment venu, ce n'est pas une femme qui portera ce faux ventre. Ce sera son boulot. Chapitre 5. 1.
Billy se présente à la porte du manoir occupé par Nick un peu avant 19h le mardi soir. Il a lu quelque part qu'un invité poli arrivait avec 5 minutes d'avance. Pas plus, pas moins. Cette fois, il est accueilli officiellement par Polly. Et comme précédemment, Nick attend dans le hall, à l'abri des regards au cas où passerait un drone de la police. C'est peu probable, mais pas impossible. Il a réglé son sourire à la puissance maximum et ouvre les bras pour étreindre Billy. Au menu Chateaubriand. J'ai un cuistot. Je sais pas ce qu'ils font dans ce bled pourri, mais il est génial. Tu vas adorer. Mais pense à garder un peu de place. Il repousse Billy à bout de bras et ajoute dans un murmure rauque « J'ai entendu parler d'une omelette norvégienne. Tu dois en avoir marre des plats surgelés, hein ?» « Exact », confirme Billy. Frank fait son apparition. Chemise rose et lavalière. Ses cheveux s'empilent sur son crâne sous forme de vagues et de volutes, au-dessus d'une implantation en cœur à la Eddie Munster. Incarnation parfaite du truand qui se fait buter en premier dans un film de gangster. Il apporte des verres et une grosse bouteille verte sur un plateau. Du roteux, motte et chandon. Après avoir posé le plateau, il débouche la bouteille. Pas un bruit, pas une goutte de perdu. Frank Elvis ne maîtrise pas le français, mais sa technique est parfaite. Idem pour le service. Nick lève son verre. Les autres en font autant. À la réussite! Billy, Polly et Frank trinquent et boivent. Le champagne monte aussitôt à la tête de Billy, de manière agréable, mais il refuse un second verre. « Je conduis, je voudrais pas me faire arrêter. »« Du Billy tout craché », dit Nick à ses amigos. « Il a toujours 2 coups d'avance. »« 3, corrige Billy, et Nick rigole comme s'il n'avait rien entendu de plus drôle depuis la mort de Henny Youngman. Les amigos l'imitent scrupuleusement. « Bon, » dit Nick, « y en a marre de l'eau gazeuse. Mangiamo, mangiamo !» C'est un bon repas qui débute par une soupe à l'oignon, se poursuit par du bœuf mariné dans du vin rouge et s'achève par l'omelette norvégienne promise. Le tout servi par une femme en uniforme blanc au visage sévère. À l'exception du dessert. Le chef l'apporte lui-même en poussant un chariot et repart après avoir reçu les applaudissements et les félicitations escomptées. Nick, Frank et Polly poursuivent leur conversation qui porte principalement sur Las Vegas. Qui s'y produit actuellement, qui construit quoi, qui cherche à obtenir une licence pour ouvrir un casino. Il semble ne pas comprendre que Vegas c'est terminé, songe Billy. Aucun signe de Giorgio. Lorsque l'employé de maison revient avec les digestifs, Billy fait non de la tête, Nick également. « Marge, » dit Nick, « vous pouvez partir maintenant. Alan et vous, on s'est régalé. »« Merci, mais on vient juste de commencer à... »« On s'occupera de tout ça demain, tenez. Donnez ça à Alan, pour le taxi, comme aurait dit mon père. » Il fourre quelques billets dans la paume de la femme. « Je n'y manquerai pas, » murmure-t-elle, et elle prend congé. Oh, Marge! Elle se retourne. Vous n'avez pas fumé à l'intérieur de la maison, hein? Non. Nick hoche la tête. Ne traînez pas, d'accord? Billy, si on allait trinquer dans le salon, toi et moi. Vous deux, trouvez-vous une occupation. Paul dit à Billy qu'il a été content de le voir et se dirige vers la porte d'entrée. Frank suit Marge dans la cuisine. Nick dépose sa serviette dans son assiette sale et conduit Billy au salon. La cheminée est assez grande pour faire rôtir le Minotaure. Il y a des statues dans des niches et une peinture au plafond qui ressemble à une version porno de la chapelle Sixtine. « Extra, non ?» demande Nick en regardant autour de lui. « Ah oui ?» répond Billy en songeant que s'il devait rester trop longtemps dans cette pièce, il deviendrait fou. « Assieds-toi, Billy. Détends-toi. » Billy s'exécute. « Où est Giorgio? Il est retourné à Vegas ?»« Ça se peut, » répond Nick. « Ou alors il est à New York, ou bien à Hollywood pour parler du super bouquin de son poulain des gens du cinéma. » En d'autres termes, ça te regarde pas, Billy. Ce qui est logique en un sens. Après tout, il n'est qu'un employé. Ce qu'on appelait un mercenaire dans les vieux westerns dont raffolait Monsieur Stepanek. En pensant à Monsieur Stepanek, il revoit automatiquement le millier d'épaves de voitures
des milliers aux yeux d'un enfant en tout cas, peut-être qu'il n'y en avait pas autant, dont les pare-brises fêlés brillaient au soleil. Cela fait combien d'années qu'il n'a pas repensé à cette casse automobile? La porte du passé s'est ouverte. Il pourrait la refermer, fermer le loquet et tourner la clé, mais il n'en a pas envie. Il laisse le vent entrer. Un vent froid, mais d'autant plus rafraîchissant que la pièce où il vit sans le renfermer. « Hé, Billy !» Nick fait claquer ses doigts. « Planète Terre, appelle Billy !»« Je suis là. »« Ah, bon. Pendant un instant, j'ai cru que je t'avais perdu. Dis-moi, tu as commencé à écrire un truc pour de bon? » ?»« Oui. »« C'est vécu ou inventé? » ?»« Inventé. » »« Ça ne parle pas d'Archie Andrews et de ses amis, hein ?» Sourire. Billy secoue la tête en souriant lui aussi. Il paraît qu'un tas d'auteurs qui écrivent un premier roman utilisent leur propre expérience. Écrivez sur ce que vous connaissez. Je me souviens qu'un prof nous disait ça au lycée de Paramus High. C'est ton cas? Billy mime une balançoire avec sa main. Puis, comme si cette idée venait de lui traverser l'esprit, « Hé, tu n'espionnes pas ce que j'écris, j'espère ?» Question dangereuse, mais il ne peut pas s'en empêcher. « Parce que je ne... Grand Dieu, non !» s'exclame Nick. Il n'est pas seulement surpris, il paraît profondément choqué. Et Billy comprend qu'il ment. « Mais pourquoi est-ce qu'on ferait une chose pareille, même si on pouvait ?» Je sais pas, c'est juste que... Un haussement d'épaule. J'aimerais pas que quelqu'un regarde par-dessus mon épaule. Je suis pas un vrai écrivain. J'essaie de me mettre dans la peau de mon personnage. Et ça m'aide à tuer le temps. J'aurais honte si quelqu'un voyait ce que j'ai écrit. J'ai un mot de passe sur ton ordi, non? Billy acquiesce. Alors, personne ne va t'espionner. Nick se penche en avant, ses yeux marrons fixés sur Billy. Il baisse la voix, comme lorsqu'il lui a parlé de l'omelette norvégienne. C'est chaud? Il y a des parties à 3 et tout ça? Non. Un silence. Pas vraiment. Si tu veux un conseil, mets du sexe. Le cul, ça fait vendre. Il rigole et se dirige vers une vitrine située à l'autre bout de la pièce. Je vais prendre une goutte de cognac, finalement. Tu en veux? Non, merci. Il attend que Nick revienne. Des nouvelles de Joe? Non, rien de neuf. Son avocat a fait appel du jugement d'extradition, comme je te l'ai expliqué, et le dossier est en suspens. Peut-être parce que le juge est en vacances. Mais il n'a pas raconté tout ce qu'il sait, si? Si c'était le cas, je le saurais. Peut-être qu'il pourrait avoir un accident, tôt, et ne jamais être extradé. Ils prennent bien soin de lui. Ils l'ont placé à l'isolement, je te le rappelle. Ah oui, exact. C'est pratique. Voilà une remarque que Billy ne peut se permettre. Ce serait un peu trop intelligent. Patience, Billy, prends tes marques. Frankie m'a dit que tu avais fait connaissance de tes voisins là-bas à Midwood. Tiens donc. Billy n'a pas vu Frank dans le quartier, mais Frank, lui, l'a vu. Nick espionne son nouvel ordi à sa guise et il surveille également son lieu de résidence temporaire. Billy pense une fois encore à 1984. Exact. Et dans l'immeuble? Aussi, à l'heure du déjeuner, surtout autour des food trucks. Excellent. Fonds-toi dans le décor. Deviens un élément du décor. Tu es doué pour ça. Et je parie que tu savais y faire en Irak. Ailleurs aussi, se dit Billy. Du moins, après avoir tué Bob Rains. Il est temps de changer de sujet. Tu as parlé d'une diversion l'autre jour. Tu as promis de m'en dire plus le moment venu. Alors, le moment est venu? Oui. Nick boit une gorgée de cognac et la fait tourner dans sa bouche, comme si c'était un gargarisme, avant de l'avaler. Il se trouve que ça rejoint une idée que je voulais te soumettre. La diversion en question, ça sera 2 flash spots. Tu sais ce que c'est? Billy le sait, mais il secoue la tête. Les groupes de rock s'en servent sur scène. Il y a d'abord une énorme détonation et ensuite un gigantesque éclair lumineux, comme un geyser, tu vois. Quand je serai certain que Joe va arriver par l'est, j'en ferai installer 2 près du palais de justice. Le premier dans la ruelle qui part du café au coin. Polly a suggéré qu'on mette le deuxième dans le parking, mais c'est trop loin. Et puis quel terroriste ferait sauter un putain de parking? Billy ne cherche pas à cacher son inquiétude.
Tu vas pas charger Off d'installer ces trucs, hein? Nick ne prend pas la peine de faire tourner dans sa bouche la deuxième gorgée de cognac. Il l'avale direct. Il tousse, et sa toux se transforme en éclat de rire. Tu crois que je suis assez stupide pour confier un boulot pareil à un grande figlio di puttana? Ça me ferait de la peine que tu aies cette opinion de moi. Pour répondre à ta question, je vais faire venir 2 de mes gars, des types bien, dignes de confiance. Billy songe. Tu ne veux pas que Hoff installe les flash spots, car on pourrait remonter jusqu'à toi. En revanche, ça ne te gêne pas qu'il fournisse l'arme et qu'il la dépose dans la tanière du tireur, car on remontera jusqu'à moi. Tu me prends vraiment pour un débile? Je serai probablement à Vegas quand ça va se passer, mais Frankie et Polly seront là, avec les 2 autres gars que je vais faire venir. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ils s'occuperont de toi. De nouveau, il se penche en avant, enthousiaste et souriant. Ça va être magnifique. Au coup de feu, tout le monde va prendre peur. Ensuite, les 2 flash spots explosent. Boum, boum. Et tous ceux qui cavalent pas déjà détaleront en braillant. Un tireur fou, des kamikazes, Al-Qaïda, Daesh, tout ce que tu veux. Mais le plus beau dans tout ça, à moins que quelqu'un se pète la jambe au courant, c'est que personne ne sera blessé à part Joel Allen. C'est son vrai nom. La panique règne dans Court Street. Ce qui m'amène au truc dont je voulais te parler. Ok? Je sais que tu as l'habitude d'organiser toi-même ta fuite et que ça t'a toujours réussi. Un vrai Houdini, hein, comme je le disais. Mais Giorgio et moi, on a eu une petite idée. Parce que Nick secoue la tête. Ça risque d'être chaud sur ce coup-là, même pour toi. Même si on sème la panique dans la rue avec les flash spots. Si tu as déjà préparé un truc, très bien. Sinon, non, rien. Mais il y travaille. Il affiche son plus beau sourire de Billy l'idiot. Je suis ouvert à toutes les suggestions, Nick. 2. Il est de retour chez lui. C'est ainsi qu'il considère la maison jaune, pour le moment du moins, vers 23 heures. Tous les accessoires qu'il a achetés sur Amazon sont dans le placard. Ils auraient dû y rester jusqu'à ce qu'on l'informe qu'Allen quittait Los Angeles, mais la situation a changé. Billy est mal à l'aise. La perruque noire peut rester là jusqu'au jour J, mais il transporte le reste dans le coffre de la voiture. Il ne passera pas toute la journée du lendemain dans son studio du 4e étage, et c'est tant mieux. Ce qu'il y a de bien dans le statut d'auteur en résidence à la Gerrard Tower, c'est qu'il n'est pas obligé d'avoir des horaires fixes comme un employé. Il peut arriver tard ou partir tôt. Il peut aller se balader si l'envie lui prend. Et si quelqu'un l'interroge, il répondra qu'il réfléchit à une nouvelle idée, ou qu'il fait des recherches, ou bien qu'il s'offre 1 heure ou 2 de pause, tout simplement. Demain, il parcourra 9 rues à pied, jusqu'au 658 Pearson Street, une maison de 2 étages située à la périphérie du centre-ville. Billy a déjà examiné cette maison sur Zillow, mais ça ne suffit pas. Il veut la voir de ses propres yeux. Il verrouille la voiture et retourne dans la maison. Il a rapporté du bureau le Mac Pro flambant neuf et l'a posé sur la table de la cuisine. Il l'ouvre pour relire ce qu'il a écrit dans la peau de Benji Compson. Quelques pages seulement qui s'achèvent par le meurtre de Bob Raines. Il les relit 3 fois, en essayant de se mettre dans la tête de Nick, car Nick les a lus. Après cette sortie sur les écrivains qui se servent de leur propre expérience, Billy n'a plus le moindre doute. Il se fiche pas mal que Nick découvre des choses sur son enfance, car il devine qu'il s'est déjà renseigné. Ce qui lui importe, c'est de protéger Billy l'idiot pour le moment. Il ne parviendra pas à dormir tant qu'il n'aura pas vérifié que rien dans ces quelques pages ne peut laisser croire qu'il est plus intelligent qu'il y paraît. C'est pourquoi il les relit une 4e fois. Finalement, il referme son ordinateur. N'importe quel élève moyennement doué aurait pu écrire ces lignes, conclut-il, en supposant qu'il ait vécu tout ou partie de ces événements. L'orthographe est correcte et la ponctuation aussi. De toute façon, Nick mettra ça sur le compte du correcteur qui souligne en rouge les fautes et signale même les erreurs grammaticales les plus flagrantes. La concordance des temps est un peu plus aléatoire, et c'est très bien, car cette question dépasse les compétences de l'ordinateur. Néanmoins, Billy est mal à l'aise. Il n'a jamais eu aucune raison de se méfier de Nick, qui est incontestablement un méchant, mais qui a toujours joué franc jeu avec lui. Jusqu'à aujourd'hui. Sinon, il n'aurait pas nié avoir cloné le MacBook Pro. Il ne l'aurait pas cloné pour commencer.
Malgré tout, Billy continue à penser que ce contrat est réglo. Le premier quart du paiement est déjà sur son compte en banque, 500 000 $, une sacrée somme, mais tout ça sent mauvais. C'est pas vraiment foireux, juste un peu bancal. Comme ces plans qu'on voit parfois dans les films quand la caméra est légèrement de travers pour donner une impression de désorientation. Les gens du cinéma appellent ça un plan débulé. Eh bien, ce boulot ressemble à un plan débulé. C'est pas suffisant pour tout annuler, ce qui pourrait se révéler compliqué maintenant qu'il a dit oui, mais suffisant pour l'inquiéter. Et puis, il y a ce plan de repli que lui a sorti Nick. Si tu as déjà préparé un truc, très bien. Sinon, Giorgio et moi, on a une idée qui pourrait marcher. Si cette idée fait tiquer Billy, ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise, elle est plutôt bonne, mais il a toujours organisé lui-même sa fuite. Et le fait que Nick s'immisce dans cette préparation. Débulé, murmure Billy en s'adressant à la cuisine vide. Il y a 6 mois, lui a expliqué Nick, lorsque ce job est devenu une réalité, il a envoyé Paul Logan à Macon pour acheter un fourgon Ford Transit. Pas neuf, mais de moins de 3 ans. Le modèle de fourgonnette utilisé par le service des travaux publics de Red Bluff. Billy en a déjà vu passer plusieurs, peintes en jaune et bleu avec la devise « Nous sommes là pour servir » sur le côté. Le transit marron acheté en Géorgie attend maintenant dans un garage à la sortie de la ville, repeint aux couleurs de la municipalité de Red Bluff, sans oublier la devise. « Je serai informé de l'extradition d'Allen avant l'heure », avait dit Nick, en sirotant son cognac. « Ces 2 types dont je t'ai parlé, que je vais faire venir. Ils commenceront à circuler à bord de cette fourgonnette en donnant l'impression de bosser. Ils resteront jamais très longtemps au même endroit, mais toujours dans les parages du palais de justice et de la Gerrard Tower. 1 heure par-ci, 2 heures par-là. Ils font partie du décor, autrement dit. Comme toi, Billy. » Le jour de l'arrivée d'Allen, cette fausse fourgonnette des travaux publics stationnerait au coin de la Gerrard Tower. Les faux employés municipaux soulèveraient peut-être une plaque d'égout pour avoir l'air de travailler à l'intérieur. Après le coup de feu et les 2 explosions, les gens cavaleraient dans tous les sens. Les occupants de la Gerrard Tower se rueraient au dehors, et parmi eux, Billy, qui s'engouffrerait à l'arrière de la fourgonnette. Là, il enfilerait une combinaison d'employés des travaux publics. La fourgonnette fonce vers le palais de justice. Les flics sont déjà sur place. Mes gars descendent pour proposer leur aide, et toi aussi. En installant des barrières ou un truc comme ça. Dans toute cette confusion, ça paraîtra naturel, tu piges? Oui, Billy pigeait. C'était audacieux et astucieux. Nick a enchaîné. « Les flics nous envoient nous faire foutre », a dit Billy. « Même si on bosse pour la ville, on reste des civils, pas vrai ?» Nick a éclaté de rire en tapant dans ses mains. « Tu vois, tous ceux qui croient que tu es débile se fourrent le doigt dans l'œil. »« Très bien, monsieur l'agent, » répondent mes gars. « Et vous foutez le camp, loin d'ici. Après avoir changé de véhicule, évidemment. »« Jusqu'où ?»« De Pierre, dans le Wisconsin. À environ 1500 bornes d'ici, dans une planque. Tu y restes 2 ou 3 jours, peinard. Tu vérifies sur ton compte en banque que tu as été payé et tu réfléchis à la manière dont tu vas dépenser tout ce fric. Après ça, tu fais ce que tu veux. Alors, qu'est-ce que tu en penses? » Billy trouve que c'est un bon plan. Trop bon? Un éventuel traquenard? Peu probable. S'il y a un pigeon dans cette affaire, c'est Ken Hoff. Le hic, dans la proposition inattendue de Nick, c'est que Billy n'a jamais été tributaire de personne pour disparaître. Il n'aime pas ça. Mais le moment est mal choisi pour le dire. « Laisse-moi y réfléchir, ok ?»« Pas de problème, » a répondu Nick. « Tu as tout le temps. » 3. Billy sort sa valise du placard de la grande chambre. Il la pose sur le lit et l'ouvre. Elle paraît vide, mais elle ne l'est pas. La doublure se détache à l'aide d'une bande velcro. Il tire dessus pour récupérer une pochette plate que des gens cultivés, qui lisent autre chose que les aventures d'Archie et les journaux à scandale vendus aux caisses des supermarchés, appelleraient un étui. Il renferme un portefeuille qui contient des cartes de crédit et un permis de conduire au nom de Dalton Curtis Smith, habitant à Stowe, dans le Vermont. Durant sa carrière, Billy a possédé de nombreux portefeuilles et autant d'identités, pas pour chaque assassinat, il appelle un chat, mais au moins pour une 12aine, avant d'arriver à cette dernière incarnation fictive, David Lockridge.
Certains de ces personnages antérieurs possédaient des identités solides, d'autres moins. Les cartes de crédit et le permis de conduire dans le portefeuille de David Lockridge sont convaincants, mais ceux qui se trouvent dans l'étui gris le sont encore plus. Ils valent de l'or. Il lui a fallu 5 ans pour les rassembler. Un travail passionné qui a débuté le jour où il a décidé qu'il devait finalement renoncer à un métier qui, avouons-le, le rangeait dans la catégorie des méchants. Dalton Smith n'est pas juste un portefeuille Lord Buxton qui renferme un permis de conduire criant de vérité. Dalton Smith est quasiment une vraie personne. La Mastercard, l'Amex et la Visa sont utilisées régulièrement. Idem pour sa carte de retraite de la Bank of America. Pas tous les jours, mais assez pour que ses comptes ne prennent pas la poussière. Son indice de solvabilité n'est pas excellent, cela pourrait attirer l'attention, mais très bon malgré tout. Ce portefeuille contient également une carte de donateur de la Croix-Rouge, une carte de sécurité sociale et une carte de membre d'un groupe d'utilisateurs Apple. Pas besoin de jouer les idiots en l'occurrence. Dalton Curtis Smith est un informaticien freelance dont l'activité secondaire lucrative lui permet d'aller là où le vent le porte. Par ailleurs, des photos montrent Dalton avec sa femme. Ils ont divorcé il y a 6 ans. Avec ses parents, tués dans l'inévitable accident de voiture quand il était adolescent, et avec son frère, perdu de vue. Ils ne se parlent plus depuis que Dalton a découvert que celui-ci avait voté pour Nader en 2000. Le certificat de naissance de Dalton se trouve dans l'étui, avec des lettres de recommandation. Certaines proviennent de particuliers ou de petites entreprises dont Dalton a réparé les ordinateurs, d'autres de personnes lui ayant loué des logements à Portsmouth, Chicago et Irvine. Son intermédiaire à New York, Bucky Hansen, est l'auteur de certaines de ses recommandations. Bucky est la seule personne en qui Billy a une confiance absolue. Les autres lettres, Billy les a rédigées lui-même. Dalton Smith ne reste jamais longtemps au même endroit. C'est un feu follet. Mais lorsqu'il est in situ, c'est un locataire parfait, propre et calme, qui paye son loyer en temps et en heure. Aux yeux de Billy, Dalton Smith, avec ses références discrètes mais impeccables, a la beauté d'un champ de neige vierge de toute empreinte. Il déteste l'idée de défigurer cette beauté en utilisant Dalton, mais n'a-t-il pas été créé dans ce but? Si. Un dernier coup. Le fameux dernier coup. Et Billy pourra disparaître sous une nouvelle identité. Il ne la gardera peut-être pas jusqu'à la fin de ses jours, mais c'est une possibilité, à condition qu'il parvienne à sortir de ce bled sans se faire prendre. L'avance de 500 000 $ a déjà effectué un long périple pour finir sur le compte en banque de Dalton à Nevis. Ce demi-million est la meilleure preuve que Nick prend cette affaire très au sérieux. Une fois le travail effectué, le reste suivra. La photo de Dalton sur son permis de conduire montre un homme du même âge que Billy, à 1 ou 2 ans près. Non pas brun, mais blond et moustachu. 4. Le lendemain matin, Billy se gare au 3e niveau du parking situé à proximité de la Gerrard Tower. Après avoir apporté quelques modifications à son apparence, il s'éloigne dans la direction opposée. C'est le voyage inaugural de Dalton Smith. Dans une petite ville, les petites distances peuvent faire une grosse différence. 9 rues seulement séparent Pearson Street de Main Street, soit un quart d'heure de marche d'un bon pas, mais c'est un tout autre monde que celui où des hommes cravatés et des femmes chaussées de clic-clac déjeunent dans des restaurants où le serveur vous apporte la carte des vins en plus du menu. Il y a une épicerie au coin de la rue, mais elle a mis la clé sous la porte. À l'instar de nombreux quartiers en déclin, celui-ci est un désert alimentaire. Il y a 2 bars. L'un est fermé et l'autre donne l'impression de lutter pour survivre. Une boutique de prêteurs sur gage permet également d'encaisser des chèques et d'obtenir de petits prêts. Un peu plus loin, Billy tombe sur un modeste et sinistre centre commercial et une rangée de maisons qui tentent de se donner des airs de classe moyenne sans y parvenir. Billy devine que la raison de ce déclin est à rechercher dans le terrain vague qui se trouve de l'autre côté de la rue, face à la maison qu'il vise. Une étendue parsemée de gravats et de détritus, que traversent des rails rouillés, à peine visibles, parmi les hautes herbes et les solidages. Des pancartes plantées à 20 mètres d'intervalle annoncent « Propriété privée, entrée interdite » et « Danger ». Il remarque les vestiges d'une construction en briques qui a dû être une gare.
Peut-être accueillait-elle également les compagnies de cars Greyhound, Trailways, Southern. Mais les transports de la ville avaient déménagé, et ce quartier, qui avait peut-être été animé au cours des dernières décennies du siècle précédent, souffrait d'une sorte de bronchopneumopathie municipale. Un caddie rouillé gît sur le trottoir d'en face, à l'envers. Un caleçon déchiré, accroché à une des roues, flotte comme un drapeau dans le vent chaud qui ébouriffe les cheveux blonds de la perruque de Dalton Smith et fait rebiquer son col de chemise. La plupart des maisons auraient besoin d'un bon coup de peinture. Devant certaines se dressent des pancartes à vendre. Le numéro 658 aurait besoin d'un coup de peinture lui aussi, mais la pancarte plantée devant annonce « Appartement meublé à louer » et dessous les coordonnées d'une agence immobilière. Billy les note et gravit l'allée en ciment craquelé. Il regarde l'alignement de sonnettes. Bien que ce soit une maison de 2 étages, il y a 4 sonnettes. Une seule, la deuxième en partant du haut, porte un nom. Jensen. Il sonne. À cette heure-ci, il n'y a certainement personne, mais la chance est de son côté. Des pas descendent l'escalier. Une femme relativement jeune regarde à travers le carreau sale de la porte. Elle voit un homme blanc vêtu d'une belle chemise et d'un pantalon bien repassé, aux cheveux blonds et à la moustache soigneusement taillée. Il porte des lunettes, et s'il n'est pas encore obèse, il en prend le chemin. Bref, il a l'air de quelqu'un de bien, qui pourrait se permettre de perdre 10 ou 15 kilos. Alors elle ouvre la porte, mais pas entièrement. Comme si je ne pouvais pas entrer de force et vous étrangler là, dans le vestibule, songe Billy. Il n'y a aucune voiture dans l'allée, ni le long du trottoir, ce qui signifie que votre mari est au travail, et ces 3 sonnettes sans nom indiquent clairement que vous êtes seul dans cette maison de faux style victorien. Si vous êtes un démarcheur, ça ne m'intéresse pas. Non, madame, je ne suis pas un démarcheur, je viens d'arriver en ville, et je cherche un appartement. Je pense que cette location pourrait être dans mes prix. Je voulais juste savoir si c'est un endroit agréable. Je m'appelle Dalton Smith. Il lui tend la main. Elle la serre de manière symbolique et s'empresse de retirer la sienne. En revanche, elle est disposée à parler. Ce n'est pas un coin très reluisant, comme vous pouvez le constater, et le supermarché le plus proche est à 1,5 km. Cela étant, mon mari et moi, on n'a jamais eu de vrais problèmes. Parfois, des gamins traînent dans le terrain vague en face pour boire et fumer de la drogue, j'imagine. Il y a un chien au coin qui aboie la moitié de la nuit, mais ça s'arrête là. Elle s'interrompt, et Billy remarque qu'elle observe ses mains à la recherche d'une alliance qui n'existe pas. Vous n'aboyez pas la nuit, monsieur Smith. Je veux dire par là, vous ne faites pas la fiesta, vous n'écoutez pas de musique trop fort. Non, madame. Il sourit et tapote son estomac. Il a gonflé le faux ventre de femme enceinte de manière à simuler une grossesse de 6 mois. Par contre, j'aime bien manger. Parce qu'il y a une clause sur les nuisances sonores dans le bail. Puis-je vous demander combien vous payez par mois? Ça ne regarde que mon mari et moi. Si vous êtes intéressé, il faudra voir ça avec monsieur Richter. C'est lui qui gère cette maison. Et quelques autres dans la rue, mais celle-ci est la plus jolie à mon avis. Je comprends. Pardonnez cette question. Madame Jensen se détend un peu. Bon, un petit conseil, évitez l'appartement du deuxième. C'est une étuve. Même quand le vent souffle du terrain vague, c'est-à-dire presque tout le temps. Ah, j'en déduis qu'il n'y a pas la clim. Bonne déduction. En revanche, dès qu'il commence à faire froid, le chauffage fonctionne bien. Évidemment, c'est en plus. L'électricité aussi. Tout ça est précisé dans le bail. Si vous avez déjà été locataire, vous connaissez la chanson. Oh que oui! Il lève les yeux au ciel et parvient enfin à lui arracher un sourire. Maintenant, il peut lui poser la question qui l'intéresse vraiment. Et l'appartement du bas, c'est en sous-sol, comme il y a une sonnette? Le sourire de madame Jensen s'élargit. Oui, et il est très agréable, et meublé, comme l'indique la pancarte, mais de manière sommaire, vous voyez. Je voulais le louer, mais mon mari craignait que ce soit trop petit si notre demande était acceptée. On essaie d'adopter. Billy n'en revient pas. Cette femme vient de lui révéler un détail intime de sa vie, de son mariage, après avoir refusé de lui indiquer le montant de son loyer. Une question qu'il avait posée uniquement pour paraître crédible. « Eh bien, bonne chance, dit-il. Et merci. Si ce monsieur Richter et moi parvenons à nous entendre, peut-être que vous me verrez plus souvent. Je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi. Ravi de vous avoir rencontré. »
Cette fois, elle lui offre une vraie poignée de main, et Billy repense à ce que lui a dit Nick. Tu t'entends bien avec les gens sans forcément devenir pote avec eux. Il est content de voir que ça fonctionne même quand on est gros. Alors qu'il s'éloigne sur le trottoir, Madame Jensen lui lance « Je parie que l'appartement du bar reste agréable et frais même quand il fait très chaud. Je regrette qu'on l'ait pas pris. » Il lève le pouce et repart en direction du centre. Il a vu tout ce qu'il avait besoin de voir et il a pris sa décision. C'est l'appartement qu'il lui faut. Et Nick Majarian n'a pas besoin de le savoir. En chemin, il tombe sur une minuscule boutique qui vend des bonbons, des cigarettes, des magazines, des boissons fraîches et des téléphones prépayés sous blister. Il en achète un, en liquide, et s'assoit sur le banc d'un arrêt de bus pour le mettre en marche. Il s'en servira aussi longtemps que nécessaire, puis il le jettera, avec les autres. Si le contrat va jusqu'au bout, les flics comprendront immédiatement que c'est David Lockridge qui a assassiné Joel Allen. Puis ils découvriront que David Lockridge est le pseudonyme d'un certain William Summers, un ancien marine, un tireur d'élite. Ils découvriront également les liens entre Summers et Kenneth Hoff, le bouc émissaire désigné. Ce qu'ils ne doivent pas découvrir, c'est que Billy Summers, alias David Lockridge, a disparu sous le nom de Dalton Smith. Encore une chose que Nick n'a pas besoin de savoir. Il appelle Bucky Hanson à New York et lui demande d'envoyer la boîte portant l'inscription « Sécurité » à l'adresse d'Evergreen Street. « Alors ça y est, hein? Tu tires ta révérence ?»« Ouais, on dirait, » répond Billy. « Mais on en reparlera. » »« J'y compte bien. J'espère juste que tu ne m'appelleras pas en PCE d'une tôle quelconque. Tu es mon pote. » Billy met fin à l'appel et en passe aussitôt un autre. À Richter, l'agent immobilier qui gère les locations du 658 Pearson. « J'ai cru comprendre que c'était un meublé. Est-ce que cela inclut le Wi-Fi ?»« Une seconde, » dit M. Richter, mais ça ressemble plus à une minute, pendant laquelle Billy entend des froissements de papier. Enfin, Richter dit « Oui, il a été installé il y a 2 ans. En revanche, il n'y a pas de téléviseur. À vous de l'apporter. »« Parfait, » répond Billy. « Je le prends. Je peux passer à votre agence ?»« Je peux vous retrouver sur place pour vous faire visiter. »« C'est pas nécessaire. J'ai juste besoin d'une base opérationnelle pendant que je suis dans la région. Ça peut durer 1 an ou 2. Je voyage pas mal. L'important, c'est que le quartier a l'air calme. » Réponse amusée de Richter. « Depuis qu'ils ont démoli la gare, c'est calme, en effet. Mais les gens qui vivent là seraient prêts à tolérer un peu plus de bruit en échange d'un peu plus de commerce. » Ils conviennent de se voir le lundi suivant, et Billy regagne le 3e niveau du parking où sa Toyota est garée dans un angle mort, à l'écart des caméras de surveillance. À supposer qu'elle voit quelque chose car elle semble très fatiguée. Billy ôte la perruque, la moustache, les lunettes et le faux ventre de femme enceinte. Après les avoir déposés dans le coffre, il marche jusqu'à la Girard Tower. Il arrive à temps pour acheter un burrito au food truck mexicain qu'il mange en compagnie de Jim Albright et de John Colton, les avocats du 4e. Il voit passer Colin White, le dandy qui travaille pour Business Solutions. Très mignon dans un costume de marin. « Ce type !» commande Jim en riant. « C'est un sacré énergumène, hein ?»« Oui, » confirme Billy en pensant. « Un énergumène qui fait à peu près ma taille. » 5. Il pleut tout le week-end. Le samedi matin, Billy se rend au Walmart, où il achète 2 valises bon marché et une grande quantité de vêtements bon marché, eux aussi adaptés au surpoids de Dalton Smith. Il paie en liquide. L'argent liquide souffre d'amnésie. L'après-midi, assis sur le perron de la Maison Jaune, il regarde l'herbe dans le jardin. Il l'observe, plus exactement car pour un peu, il l'avait repoussée. Ce n'est pas sa maison, ni sa ville, ni son état, et pourtant il éprouve une fierté de propriétaire en contemplant son travail. Inutile de tondre avant une quinzaine de jours, peut-être même avant le mois d'août, mais il peut attendre. Et lorsqu'il se retrouvera avec la tondeuse à la main, en short et t-shirt, voire en débardeur, et de la crème solaire sur le nez, il aura fait un pas de plus vers l'intégration, pour se fondre dans le décor. « Monsieur Lockridge ?» Il se retourne vers la maison voisine. Les 2 enfants, Derek et Shanice Ackerman,
sont sortis sur la terrasse et le regardent à travers le rideau de pluie. C'est le garçon qui l'a appelé. « Maman vient de faire des sablés. Elle m'a demandé de vous demander si vous en vouliez. »« C'est pas de refus. » Billy se lève et court sous la pluie. Shanice, la fillette de 8 ans, lui prend la main sans la moindre gêne et l'entraîne à l'intérieur où une odeur de biscuit le fait saliver. C'est une petite maison bien entretenue et bien rangée. Il y a au moins 100 photos encadrées dans le salon, dont une douzaine sur le piano qui trône à une place de choix. Dans la cuisine, Corinne Ackerman est en train de sortir une plaque du four. « Bonjour, voisin. Vous voulez une serviette pour essuyer vos cheveux ?»« Non, merci, je suis passé entre les gouttes. » Elle rit. « Prenez un sablé alors. Les enfants boivent du lait avec. Vous en voulez aussi? Et du café si vous préférez. »« Du lait, c'est très bien. Juste un peu. »« 2 doigts ?» demande-t-elle en souriant. « Parfait. » Il lui rend son sourire. « Asseyez-vous alors. » Il s'assoit avec les enfants. Corinne dépose une assiette de biscuits sur la table. « Faites attention, ils sont encore chauds. Vous emporterez la prochaine fournée, David. » Les enfants se jettent sur les sablés. Billy en prend un seul. Succulent. « Un régal, Corinne. Merci. C'est l'idéal pour un jour de pluie. » Elle dépose devant ses enfants 2 grands verres de lait et un autre, moins rempli, pour Billy. Après s'être servi un petit verre, elle les rejoint à table. La pluie martèle le toit. Une voiture passe dans un chuintement de pneus. « Je sais bien que votre livre est top secret, » dit Derek, « mais ne parle pas la bouche pleine, » l'admoneste sa mère. « Tu mets des miettes partout. »« Pas moi, » dit Shanice. « C'est toi qui es la plus sage. » Corinne jette un regard en coin à Billy. « Qui est ?» se corrige-t-elle. Derek, lui, se moque de la grammaire. « Dites-moi juste un truc. Il y a du sang ?» Billy revoit Bob Raines projeté en arrière. Il revoit sa sœur avec toutes ses côtes brisées. Oui, toutes, putain de merde. Et sa poitrine écrasée. « Non, il n'y a pas de sang, » répond-il. Et il mord dans son sablé. Shanice en prend un autre dans le plat. « C'est le dernier, » dit sa mère. « Pour toi aussi, Dé. Les autres, c'est pour Monsieur Lockridge et pour plus tard. Vous savez que votre père les adore. » Elle se retourne vers Billy. Jamal travaille 6 jours par semaine et dès qu'il le peut, il fait des heures supplémentaires. Les Fadjo sont bien gentils d'avoir ces 2-là à l'œil quand on travaille, mon mari et moi. C'est pas un mauvais quartier, mais on vise quelque chose de mieux. « Vous voulez monter en grade ?» dit Billy. Corinne acquiesce en riant. « Moi, je veux pas déménager !» déclare Shanice avant d'ajouter, avec une délicieuse dignité d'enfant. « J'ai des amis. »« Moi aussi !» dit Derek. « Hé, monsieur Lockridge, vous savez jouer au Monopoly ? Moi et Shan, on va faire une partie, mais à 2 c'est nul, et maman veut pas jouer. »« Non, maman ne veut pas jouer, » confirme Corinne. « C'est le jeu le plus ennuyeux du monde. Vous demanderez à votre père de jouer avec vous quand il rentrera du travail, s'il n'est pas trop fatigué. »« C'est pas avant des heures, » proteste Derek. « Moi, c'est maintenant que je m'ennuie. »« Moi aussi, » ajoute Shanice. « Si j'avais un téléphone, je pourrais jouer à Crossy Road. »« L'année prochaine, » répond sa mère en levant les yeux au ciel. Et Billy en déduit que la fillette mène campagne pour obtenir un portable depuis un certain temps déjà. Peut-être depuis l'âge de 5 ans. « Vous jouez, vous ?» lui demande Derek sans trop d'espoir. « Oui, » répond Billy. Et il se penche au-dessus de la table pour clouer Derek Ackerman du regard. « Mais il faut que je te prévienne, je suis très fort, et je joue pour gagner. »« Moi aussi !» Derek sourit sous sa moustache de lait. « Moi aussi !» s'exclame Shanice. « J'ai pas l'intention de retenir mes coups parce que vous êtes des enfants. Je vais vous assommer avec mes maisons, et vous achever avec mes hôtels. Si on décide de jouer, il faut que vous le sachiez d'emblée. »« Ok !» s'écrie Derek en se levant d'un bond, manquant de renverser son verre de lait. « Ok !» s'écrie Shanice en imitant son frère. « Vous n'allez pas pleurer comme des bébés parce que je gagne. Non, non, non !»« Très bien, vous voilà prévenu. »« Vous êtes sûr ?» demande Corinne. « Ce jeu, ça peut durer toute la journée. »« Pas quand c'est moi qui lance les dés, » répond Billy. « On joue en bas !» annonce Shanice et, une fois de plus, elle lui prend la main. Le sous-sol possède les mêmes dimensions que celui de la maison jaune, mais la moitié seulement a été accaparée par Jamal, qui en a fait un atelier avec des outils accrochés au mur. Il y a même une scie sauteuse et
Billy remarque avec satisfaction qu'un boîtier cadenassé protège le bouton marche-arrêt. L'autre moitié, dédiée aux enfants, est jonchée de jouets et de livres de coloriage. Un petit téléviseur est relié à une console de jeux bas de gamme qui fonctionne avec des cassettes. Sans doute acheté dans un vide-grenier, songe Billy. Les jeux de société s'empilent contre un des murs. Derek prend la boîte du Monopoly et déplie le plateau sur une table basse. « Monsieur Lockridge est trop grand pour nos chaises !» dit Shanice dépité. « Je vais m'asseoir par terre !» dit Billy. Et il déplace une chaise pour joindre le geste à la parole. « Quelle pièce vous voulez ?» lui demande Derek. « D'habitude, quand je joue juste avec Shan, je prends la voiture de course, mais je vous la laisse si vous la voulez. »« Non, garde-la. Et toi, Shan, qu'est-ce que tu choisis ?»« Le dé à coudre, » répond-elle. Puis elle ajoute un peu à contre-cœur, « Sauf si vous le voulez. » Billy prend le haut de forme. La partie commence. 40 minutes plus tard, alors que c'est au tour de Derek de jouer, le garçon appelle sa mère à l'aide. « Maman, j'ai besoin d'un conseil !» Corinne descend l'escalier et, les mains sur les hanches, se plante devant le plateau pour évaluer la situation. Je voudrais pas dire que vous êtes dans de sales draps, les enfants, mais je le dis quand même. Je les avais prévenus. « Qu'est-ce que tu voulais me demander, Derek ?» demande sa mère. « N'oublie pas que je n'étais pas très bonne en économie domestique à l'école. » Je t'explique. Monsieur Lockridge a 2 cartes vertes, Pacific et Pennsylvania. Mais moi, j'ai North Carolina. Il veut me l'acheter $900. C'est 3 fois le prix auquel je l'ai payé, mais... « Mais ?» demande sa mère. « Mais ?» demande Billy. « Mais ensuite, il pourra construire des maisons sur les cases vertes. Et il a déjà des hôtels sur Park Place et Boardwalk. »« Et alors ?» demande Corinne. « Et alors ?» demande Billy tout sourire. « Faut que j'aille aux toilettes !» dit Shanice en se levant. « De toute façon, je suis presque fauché. »« Ma chérie, tu n'es pas obligée de préciser que tu vas aux toilettes. Tu dis simplement « Excusez-moi ». Shanice répond alors avec cette même dignité triomphante. « Je vais me repoudrer le nez, d'accord ?» Billy éclate de rire. Imité en cela par Corinne. Derek les ignore. Il étudie le jeu puis lève les yeux vers sa mère. « Mais alors, je vends ou pas? J'ai plus beaucoup d'argent. » « C'est le dilemme du prisonnier, » dit Billy. « Ça signifie que tu dois choisir entre prendre un risque et camper sur tes positions. De toi à moi, Derek, je pense que, dans un cas comme dans l'autre, tu es fichu. »« Je crois qu'il a raison, mon chéri, » dit Corinne. « Il a trop de chance, » se lamente Derek. « Il est tombé sur parc gratuit et il a raflé tout le fric qu'il y avait, un paquet. »« Et puis, je suis très fort, » dit Billy. « Reconnais-le. » Derek tente de prendre un air renfrogné, mais il ne tient pas longtemps. Il brandit la carte ornée d'une bande verte. « 1200 !»« Marché conclu, » répond Billy, et il lui tend la somme en question. 20 minutes plus tard, les 2 enfants sont ruinés et la partie est terminée. Lorsque Billy se relève, ses genoux craquent, ce qui les fait bien rire. « Puisque vous avez perdu, » dit-il, « c'est vous qui rangez le jeu. » « Avec papa, c'est pareil, » dit Shanice. « Mais des fois, il nous laisse gagner, lui. » Billy se penche vers elle en souriant. « C'est pas mon genre. »« Gros méchant !» Elle pouffe en plaquant ses mains sur sa bouche. Danny Fazio descend bruyamment l'escalier, vêtu d'un ciré jaune et chaussé de caoutchouc à moitié défait qui bâille comme des entonnoirs. « Peux jouer ?»« La prochaine fois, » répond Billy. « J'ai pour règle de massacrer des enfants une fois par week-end seulement. » Il a dit ça sur le ton de la plaisanterie pour casser, diraient ses gamins. Mais soudain, il revoit les biscuits brûlés éparpillés sur le sol devant la cuisinière, dans la caravane familiale. Et le bras plâtré de Bob Rains qui s'abat sur le visage de Cathy. Et soudain, ce n'est plus drôle du tout. Les 3 enfants rient car eux, ils n'ont pas vu leur sœur piétinée par un ogre, ivre, avec une sirène à moitié effacée sur le bras. Lorsqu'ils remontent, Corinne lui donne un sac de sablé en disant « Merci d'avoir égayé leur après-midi pluvieux. Oh, je me suis bien amusé moi aussi. » Et c'est la vérité. Jusqu'au dernier moment. En rentrant chez lui, il jette les sablés à la poubelle. Corinne Ackerman est une bonne petite cuisinière, mais à cet instant, il ne peut envisager de manger des biscuits. Il ne supporte même pas de les voir. 6.
Le lundi, il se rend à l'agence immobilière installée dans le petit centre commercial sinistre situé à 3 rues du 658. Merton Richter occupe 2 pièces exiguës, coincées entre un centre de bronzage et le salon de tatouage Jolly Roger. Devant est garé un SUV bleu qui n'est plus de la première jeunesse, orné d'un autocollant d'un côté, Immobilier Richter, et d'une longue éraflure de l'autre. Il survole les références, laborieusement confectionnées, de Dalton Smith, et les lui rend en même temps qu'un contrat de location. Les endroits où Billy doit apposer sa signature sont marqués d'un trait jaune. « Vous pourriez me faire remarquer que c'est au-dessus du prix du marché, » dit Richter, comme si Billy avait protesté. « Et vous auriez peut-être raison, mais à peine, compte tenu de l'ameublement et du Wi-Fi. Et étant donné qu'il est interdit de se garer dans la rue jusqu'à 18h, l'allée offre un véritable plus. Vous devrez la partager avec les Jensen, évidemment. » « J'ai l'intention de laisser ma voiture dans un parking municipal la plupart du temps. Bon, un peu d'exercice me fera du bien. » Il tapote son faux ventre. « Le loyer me semble un peu élevé, en effet, mais je veux cet appartement. » « Sans l'avoir visité, » s'étonne Richter. « Madame Jensen m'en a dit le plus grand bien. »« Ah, je vois. Dans ce cas, si les conditions vous conviennent... » Billy signe le contrat de location et rédige son premier chèque en tant que Dalton Smith. 2 mois d'avance et une caution scandaleusement élevée, à moins que les ustensiles de cuisine soient des All-Clad, les assiettes en porcelaine de Limoges et les lampes signées Tiffany. « Vous bossez dans l'informatique, hein ?» dit Richter en rangeant le chèque dans un tiroir. Il fait glisser sur le bureau une enveloppe portant le mot « clé » et donne une grande claque sur son vieil ordinateur, comme on le ferait avec un chien qui ne vous sert plus beaucoup, mais que vous gardez quand même. « J'aurais bien besoin que quelqu'un m'aide à faire marcher cette saloperie. »« Je suis en congé, mais je peux vous donner un conseil. »« Lequel ?»« Remplacez-le avant de tout perdre. C'est vous qui vous occupez du chauffage, de l'électricité, de l'eau et du câble. » Richter sourit, comme s'il remettait un prix à Billy. « Non, c'est vous, mon vieux. » Il lui tend la main. Billy pourrait demander à l'agent immobilier ce qu'il a fait précisément pour toucher sa commission, étant donné que, de toute évidence, il s'est contenté d'imprimer un contrat de location trouvé sur Internet et de remplir les cases. Mais quelle importance? Aucune. 7. Billy aimerait bien reprendre l'écriture de son histoire. Il lui semble prématuré de parler de livres, et il craint que ça lui porte malheur. Mais il a d'autres choses à faire. Le mardi, quand les banques ouvrent, il se rend à la Southern Trust pour retirer une partie de l'argent qui a été déposé sur le compte de David Lockridge pour ses faux frais. Il se rend ensuite dans 3 chaînes de magasins différentes pour acheter 3 ordinateurs portables, des sous-marques bon marché comme le Alltech, qu'il paye en liquide. Il achète également un téléviseur bas de gamme, qu'il paie avec la carte de crédit de Dalton Smith. Prochaine étape sur sa liste, louer une voiture. Il planque sa Toyota dans un parking situé à l'autre bout de la ville, à l'opposé de celui qu'utilise David Lockridge pour éviter qu'un occupant de son immeuble l'aperçoive dans son accoutrement de Dalton Smith. C'est peu probable, car à cette heure-ci, normalement, toutes les abeilles laborieuses sont dans la ruche, mais à quoi bon courir un risque, même infime? C'est comme ça que les gens se font passer. Après avoir mis sa perruque, ses lunettes, sa moustache et son gros ventre, il appelle un Uber et se fait conduire chez McCoy Ford, à l'ouest de la ville. Là, il loue une Ford Fusion pour 36 mois. Le concessionnaire lui rappelle que s'il fait plus de 15 000 km par an, il devra payer un énorme supplément. Billy n'est même pas certain de faire 500 km avec la Fusion. L'important, c'est qu'il possède une bagnole dont Nick connaît l'existence et que Dalton Smith possède maintenant une autre bagnole dont Nick ne connaît pas l'existence. Simple précaution au cas où Nick projetterait un coup tordu, mais pas seulement. Cela permet de maintenir Dalton Smith à l'écart de ce qui va se passer sur les marches du palais de justice, de préserver son innocence. Billy gare sa nouvelle voiture à côté de la vieille. Parking différent, mais même angle mort au dernier étage. Le temps de transférer le téléviseur et les ordinateurs à bord de la Fusion. Ainsi que les valises bon marché qu'il a cachées dans le coffre de la Toyota la veille au soir, tard. Elles contiennent les vêtements achetés au Walmart. Cela étant fait, il retourne au 658 Pearson Street, au volant de la Fusion, et se gare dans l'allée, qui est en fait une bande de goudron au milieu de laquelle poussent des mauvaises herbes.
Il espérait que Madame Jensen le verrait emménager et il n'est pas déçu. Dalton Smith l'aperçoit-il à sa fenêtre du premier étage? Billy décide que non. Dalton est un geek, perdu dans son monde. Il traîne ses 2 valises jusqu'à la porte d'entrée en soufflant et se sert de la clé qu'on vient de lui remettre pour ouvrir. 9 marches descendent vers le nouvel appartement de Dalton Smith. Là, il se sert d'une autre clé. La porte ouvre directement sur le salon. Il dépose ses affaires sur la moquette et fait le tour des 4 pièces, 5, en comptant la salle de bain. L'ameublement est agréable, lui a dit Richter. C'est faux, mais il n'est pas non plus affreux. Le mot ordinaire vient aussitôt à l'esprit. Lorsque Billy s'allonge sur le lit à 2 places, le sommier grince, mais aucun ressort ne lui rentre dans le dos, ce qui constitue un bon point. Un fauteuil fait face à un meuble bas destiné manifestement à accueillir un téléviseur comme celui qu'il vient d'acheter chez Discounts Electronics. On y est bien assis, mais les rayures zèbres de la housse ont de quoi vous donner des cauchemars. Il la recouvrira avec quelque chose. Dans l'ensemble, l'appartement lui plaît. Il s'approche de l'unique et étroite fenêtre installée au niveau de la pelouse. On a presque l'impression de regarder à travers un périscope, se dit Billy. Il apprécie la vue. Elle a quelque chose de douillet. Il aime bien ses voisins de Millwood, surtout les Ackerman, mais il croit qu'il préfère habiter ici. Il s'y sent en sécurité. Il y a également un vieux canapé qui semble confortable et il projette de le mettre à la place du fauteuil zèbre, face à la rue. La plupart des passants, s'ils jettent un coup d'œil à la maison, ne regarderont pas la fenêtre du sous-sol et ils ne verront pas qu'il les observe. C'est sa tanière, se dit-il. Si je dois me terrer, ce sera ici, mais non pas dans une baraque isolée au fin fond du Wisconsin, car cet appart est véritablement sous la... Il entend des petits coups frapper à la porte qu'il n'a pas pensé à fermer. Un raclement plutôt. En se retournant, il découvre Madame Jensen sur le seuil en train de pianoter contre l'encadrement avec ses ongles. « Bonjour, Monsieur Smith. »« Oh, bonjour !» La voix de Dalton Smith est un peu plus haute que celle qu'il utilise pour Billy Summers et David Lockridge. Un peu essoufflé également. Un petit problème d'asthme, peut-être. « Oh, vous me surprenez en plein emménagement. Puisque nous sommes voisins maintenant, appelez-moi Beverly. »« Ok, merci. Moi, c'est Dalton. Oh, désolé de ne pas pouvoir vous offrir un café ni quoi que ce soit, je n'ai pas encore fait de course. Oh, je comprends très bien. Emménager, c'est l'enfer, hein. Oh, vous l'avez dit. Ce qu'il y a de bien, c'est que je voyage beaucoup et du coup, j'ai pas grand-chose. J'ai vu plus de motels que j'avais rêvé d'en voir. Je vais passer le restant de la semaine à Lincoln, dans le Nebraska, puis à Omaha. » Billy a découvert que si vous racontez aux gens que vous voyagez pour le travail dans des villes de taille et d'importance moyenne en termes économiques, ils vous croient. « Si vous voulez bien m'excuser, j'ai encore des affaires à transporter. Vous voulez un coup de main ? » ?»« Non, ça va. » Puis, comme après réflexion, « Finalement... » Il marche jusqu'à la fusion. Billy lui confie les 3 ordinateurs portables, avec les cartons dans les bras. Elle ressemble à une livreuse de chez Domino's Pizza. Purée, j'ai pas intérêt à les laisser tomber. Ils sont tout neufs, et ça doit valoir une fortune. Il y en a pour $900 seulement, mais Billy ne la contredit pas. Il lui demande si ce n'est pas trop lourd. Moins qu'un panier de linge sale. Vous allez brancher tout ça ? Oui, dès que j'aurai l'électricité. C'est comme ça que je travaille, mais pas toujours. Généralement, j'externalise. Externaliser fait partie de ces mots qui impressionnent et peuvent signifier n'importe quoi. Ils soulèvent le carton qui contient le téléviseur. Ils remontent l'allée, franchissent la porte d'entrée et descendent l'escalier. « Montez donc une fois que vous serez un peu mieux installé, » propose Beverly Jensen. « Je vais brancher la cafetière et je vous offrirai un donut, si ça vous gêne pas qu'il soit d'hier. »« Oh, je dis jamais non à un donut. Merci, Madame Jensen. »« Beverly. » Billy sourit. « Oui, Beverly. Encore une valise à aller chercher et je vous rejoins. » Bucky lui a envoyé la boîte portant la mention sécurité. Elle contient l'iPhone de Dalton Smith et après avoir fini de décharger la fusion, Billy s'en sert pour passer plusieurs appels. Le temps qu'il boive une tasse de café et mange un donut dans l'appartement de Jensen au premier étage, en écoutant avec une fascination feinte Beverly lui parler des démêlés de son mari avec le patron de son entreprise, l'électricité est branchée dans son nouvel appartement.
sa tanière souterraine. 8. Il reste au 658 jusqu'en milieu d'après-midi pour sortir des valises ses vêtements bon marché et brancher les ordinateurs bon marché, avant d'aller faire des courses chez Brookshire's, à moins de 2 kilomètres de là. Exception faite d'une douzaine d'œufs et d'une plaquette de beurre, il opte plutôt pour des produits qui ne se périmeront pas en son absence, conserves et plats surgelés. À 15 heures, il ramène la fusion au 3e niveau du parking numéro 2 et, après s'être assuré que personne ne l'observait, il ôte ses lunettes et sa perruque. Enlever le faux ventre lui procure un incroyable soulagement, et il s'aperçoit qu'il va devoir mettre du talc s'il veut éviter les démangeaisons. Il ramène la Toyota au parking numéro 1, puis regagne le 4e étage de la Gerrard Tower. Il ne reprend pas le cours de son récit, et il ne joue pas non plus sur son ordinateur. Il reste assis, et il réfléchit. Pas de carabine dans ce bureau, rien de plus mortel qu'un épluche légumes dans un des tiroirs de la kitchenette, et c'est très bien. Il peut s'écouler plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant que Billy ait besoin d'une arme. Si ça se trouve, l'assassinat n'aura même pas lieu. Serait-ce une mauvaise chose? Sur un plan financier, oui, il perdrait 1,5 million. Quant aux 500 000 $ qu'il a déjà touchés, le commanditaire de ce meurtre, représenté par Nick, voudra-t-il les récupérer? Il peut toujours courir, dit Billy. Et il rit. 9. En regagnant le parking d'un pas lourd, Billy songe à la bigamie. Il n'a jamais été marié, et encore moins à 2 femmes en même temps. Mais maintenant, il sait ce qu'on peut ressentir. Pour résumer, c'est épuisant. Il mène non pas 2 vies différentes, mais 3. Aux yeux de Nick et de Giorgio, et aussi de Ken Hove, qu'il déteste, il est un tueur à gages nommé Billy Summers. Pour les occupants de la Gerrard Tower, il est un apprenti écrivain nommé David Lockridge. Idem pour les habitants d'Evergreen Street à Midwood. Et maintenant, dans Pearson Street, à 9 blocs de la Gerrard Tower et à 6 kilomètres de Midwood, pour plus de sécurité, il est un mordu d'informatique obèse qui répond au nom de Dalton Smith. En y réfléchissant, il a même une 4e vie, celle de Benji Compson, juste assez éloignée de celle de Billy pour qu'il puisse regarder en face des souvenirs que d'habitude il fuit. Il a commencé à écrire l'histoire de Benji sur un ordinateur portable dont il suppose, non, il en est sûr, qu'il est cloné, car cela représentait un défi et parce qu'il s'agit du mythique dernier coup. Mais il comprend maintenant qu'il y avait derrière cela une raison plus profonde, plus authentique. Il a envie d'être lu, peu importe par qui, même par 2 gangsters de Vegas comme Nick Majarian et Giorgio Piglielli. Et il découvre, il n'y avait jamais pensé, que tout écrivain qui publie son texte flirte avec le danger. Cela fait partie de l'attrait. Regardez-moi. Je vous montre ce que je suis. Je suis nu devant vous. Alors qu'il s'approche de l'entrée du parking, plongé dans ses pensées, une petite tape sur l'épaule le fait sursauter. Il se retourne et découvre Phyllis Stanhope, l'employée du cabinet comptable. « Désolé, dit-elle en reculant d'un pas. Je ne voulais pas vous surprendre. A-t-elle perçu quelque chose en lui durant ce moment de relâchement? La vision fugitive de celui qu'il est réellement, d'où ce mouvement de recul? Peut-être. Si tel est le cas, il tente de la rassurer avec un grand sourire et la pure vérité. « Y a pas de mal, j'étais à des milliers de kilomètres. » « Vous pensiez à votre roman? »« Non, à la bigamie. »« Exact. » Phyllis lui emboîte le pas, son sac à main à l'épaule. Elle transporte également un sac à dos d'enfant, Bob l'éponge, et elle a troqué ses clics-clacs contre une paire de baskets et des chaussettes blanches. « Je ne vous ai pas vu à l'heure du déjeuner. Vous avez mangé à votre bureau? »« Non, j'étais par Mons et par Vaux. J'essaie encore de m'installer, et puis j'ai eu une longue conversation avec mon agent. » Il a parlé avec Giorgio, en effet, mais la discussion a été brève. Si Nick est retourné à Vegas, Giorgio loge toujours au manoir, et il a fait venir les 2 nouveaux, Reggie et Dana. Billy ne pense pas que Nick et Georgie Pigs cherchent à le piéger, pas exactement, mais pour eux l'enjeu est énorme, et il serait surpris s'il faisait preuve de négligence, choqué même. Celui qu'il surveille, c'est peut-être Ken Hove,
le bouc émissaire. Un écrivain travaille toujours, même quand il n'est pas assis à sa table, dit-il en se tapotant la tempe. Elle lui sourit à son tour, délicieusement. Je parie qu'ils disent tous ça. À vrai dire, je crois que je fais un petit blocage. Le changement d'environnement, peut-être. Peut-être. En fait, il n'a pas l'angoisse de la page blanche. Il n'a rien écrit au-delà de ce premier épisode, mais le reste est là, dans sa tête, à l'attendre. Et il a hâte de s'y remettre. Ça compte beaucoup pour lui. C'est pas comme tenir un journal. Il ne cherche pas à régler ses comptes avec une vie qui, à bien des égards, a été malheureuse et traumatisante. Il ne cherche pas à se confesser, même si, à l'arrivée, cela pourrait s'apparenter à une confession. C'est une question de pouvoir. Il a enfin réussi à puiser dans une force qui ne provient pas du canon d'une arme à feu. Et, comme la vue de son nouvel appartement au ras du sol, ça lui plaît. Quoi qu'il en soit, dit-il alors qu'ils atteignent l'entrée du parking, j'ai l'intention de m'y mettre sérieusement dès demain. Phyllis le regarde d'un air moqueur. Pourquoi faire le jour même? Billy se joint à elle pour la chute. Ce qu'on peut faire le lendemain. En tout cas, dit-elle, j'ai hâte de vous lire. Ils gravissent la rampe, baignés d'une délicieuse fraîcheur après le soleil écrasant du dehors. Phyllis s'arrête au milieu du premier virage. Je suis garé là. Elle appuie sur son porte-clés. Les feux arrière d'une petite Prius bleue réagissent. 2 autocollants encadrent sa plaque d'immatriculation. Notre corps, notre choix. Et faites confiance aux femmes. Vous risquez de retrouver votre voiture rayée à cause de ça, commente Billy. C'est un état très conservateur. Elle lève son sac à main devant elle et lui adresse un sourire très différent du précédent. Un sourire à la Dirty Harry. C'est également un état qui autorise le port d'armes. Et si quelqu'un veut m'arracher mes autocollants, mieux vaut pour lui que je ne sois pas dans les parages. Est-ce que c'est de la frime? La petite comptable joue la dure devant un homme qui peut-être l'intéresse. Possible, mais pas certain. En tout cas, Billy l'admire, car elle n'a pas peur d'afficher ses convictions. Elle est courageuse. Voilà comment doit se comporter quelqu'un de bien. À la prochaine, dit Billy. Je suis garé un peu plus haut. Vous n'avez pas trouvé une place plus près, vraiment? Il pourrait expliquer que c'est parce qu'il est arrivé tard aujourd'hui, mais cela risque de se retourner contre lui, car il se gare toujours au 3e niveau. Il y a moins de risque de se faire emboutir. Ou de se faire arracher ses autocollants. Je n'en ai aucun, répond Billy. Et il ajoute en tout